Madame, Monsieur les modérateurs, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, pas de déclaration, enfin pas de conflit d'intérêt sur ce topo. Donc voici le plan que je vais vous proposer. On reviendra très rapidement parce que c'est pas le sujet de ce topo sur la physiopathologie et qu'est-ce qui est responsable des compensations aiguës. La stratégie thérapeutique. Et après, on entrera un petit peu dans les détails sur la façon de délivrer l'oxygène, les bronchodilatateurs, les corticostéroïdes, certains stimulants respiratoires. On parlera également de l'hélium, des antibiotiques, et puis bien sûr de l'utilisation de la ventilation non invasive et de la ventilation invasive avant de conclure. Alors, donc c'est pas le but du topo, bien entendu. Il faut savoir que ce qui est important à considérer dans la physiopathologie de la BPCO, c'est l'obstruction bronchique des voies aériennes et la limitation des débits expiratoires. Et donc, ce qui va faire à l'état de base, qui est les muscles vont travailler beaucoup plus au niveau de l'inspiration, mais également il va y avoir une expiration active. Et donc, on va arriver à un moment où le travail des muscles va être maximal et il suffit qu'il y ait un facteur déclenchant pour complètement déborder des systèmes de compensation et augmenter encore plus ce qu'on appelle la charge, en fait le travail des muscles respiratoires, ce qui va aboutir à la fatigue musculaire. Et donc c'est avant tout la décompensation de BPCO, quand bien même il y a une atteinte du parenchyme pulmonaire. Quand vous avez un emphysème, vous pouvez avoir une destruction des structures fibroélastiques, par exemple du poumon. Le problème, en fait, c'est le muscle et la fatigue des muscles respiratoires, ce qui va engendrer au cours des décompensations des cercles vicieux une faillite du système avec une hypoventilation alvéolaire dont le reflet est l'hypercapnie, une hypoxie, une acidose, et ça peut aggraver encore plus la fatigue musculaire respiratoire. Donc quels sont les signes de gravité qui imposent une hospitalisation en réanimation? Il y en a certains, cliniques, paracliniques. Évidemment, si les gens sont en grande défaillance respiratoire, ils vont aller en réanimation. Mais au niveau des gaz du sang, ce qui compte, c'est surtout le degré d'hypoxémie plus que l'hypercapnie, et puis également le degré de l'acidose respiratoire. Alors, quelle stratégie thérapeutique on peut avoir pour traiter de façon optimale l'insuffisance respiratoire aiguë de ces patients? Eh bien, il faut évaluer la gravité. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout de suite des signes de gravité. Et puis après, on peut opter pour deux stratégies en fonction de la gravité immédiate ou pas du patient. Si le patient est dans le coma, il a une agitation extrême et qu'il est exclu de pouvoir réaliser de la ventilation non invasive et d'attendre quelques minutes ou quelques heures des signes d'amélioration, eh bien, on optera plutôt pour la ventilation mécanique d'emblée. Et puis, il y a une stratégie conservatrice et dont les déterminants sont les suivants: l'oxygénothérapie, les traitements médicamenteux qu'on va revoir un petit peu en détail. Il ne faut pas oublier la kinésie respiratoire et puis la ventilation non invasive. Quelle que soit la stratégie pour laquelle vous optez, les objectifs sont les mêmes. D'abord, corriger l'hématose. L'hypoxie, ça tue très rapidement. L'hypercapnie, ça tue plus lentement. Mettre au repos les muscles respiratoires avec de l'assistance respiratoire, invasive ou non invasive. Et bien sûr, sans oublier le traitement des facteurs déclenchants et le support nutritionnel. Alors, l'oxygénothérapie, elle s'administre chez ces patients-là, quand ils ne sont pas intubés, toujours à faible débit, entre 0,5 et 2 litres, ce qui correspond à peu près à une FiO2 de 24 à 31%. Plutôt par une sonde nasale. Le but, c'est d'avoir une saturation à l'oxymètre de pouls entre 90 et 92%, sans augmenter l'hypercapnie. Alors, qu'est-ce qui fait que quand vous administrez de l'oxygène à fort débit, il y a un risque que ces patients deviennent hypercapnie et aggravent leur encéphalopathie? Et en fait, il faut voir un peu ce qui se passe au niveau des alvéoles. Donc, je vous rappelle, les alvéoles, le sang veineux arrive dans les alvéoles, il va être oxygéné et il repart dans la circulation en étant oxygéné en rouge. Chez ces patients-là, en fait, vous avez une grande inhomogénéité de ce qu'on appelle les rapports ventilation-perfusion. Il y a des zones dans le poumon qui sont mal ventilées et bien perfusées en sang, ce qui fait que finalement, il y a un effet shunt. Et puis, au contraire, il y a des zones qui sont bien perfusées, bien ventilées mais mal perfusées. Ça, c'est un effet espacement. Grosso modo, chez les sujets normaux, vous avez à peu près, à chaque seconde qui passe, 5% de votre sang qui passe dans les poumons qui n'est pas oxygéné. Chez ces patients-là, à l'état de base, il y a une grande hétérogénéité de ces rapports ventilation-perfusion. Et le reflet de cette hétérogénéité, en fait, c'est l'hypercapnie.
eh bien, il y a des mécanismes de compensation, et notamment, il y en a un qui est très important, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, c'est-à-dire que dans les zones qui sont mal ventilées, il va y avoir une vasoconstriction réflexe, ce qui va rendre plus homogènes ces rapports ventilation-perfusion. Qu'est-ce qui se passe si vous administrez de l'oxygène à fort débit? Eh bien, vous allez rompre ce mécanisme de compensation qui est salvateur, et donc vous allez augmenter beaucoup l'inégalité des rapports ventilation-perfusion, et le corollaire de ça, c'est l'hypercapnie. C'est la seule explication qui puisse expliquer que finalement, quand vous administrez de l'oxygène à fort débit, vous avez une augmentation de l'hypercapnie très rapidement. Ce qu'on vous apprend généralement, c'est qu'effectivement, l'oxygène, ça inhibe l'activité des centres respiratoires au niveau du système nerveux central, mais ça, il faut plusieurs heures. Donc ça ne peut pas expliquer que l'hypercapnie monte aussi rapidement. Et puis le troisième événement qui se passe, c'est quand vous administrez de l'oxygène à fort débit, il y a ce qu'on appelle l'effet Haldane, c'est-à-dire que quand vous administrez de l'oxygène à fort débit, il y a de l'oxygène dissous qui passe dans le sang et qui va se fixer sur l'hémoglobine à la place du CO2 qui est à moindre affinité que l'oxygène sur l'hémoglobine, et donc il va y avoir un relargage très brutal aussi du CO2 dans le sang, et ça aussi, ça explique qu'au bout de quelques minutes d'oxygène à fort débit, vous pouvez avoir une montée de la capnie très importante, et donc un risque d'encéphalopathie, hypercapnie et de coma. Donc il ne faut jamais effectivement administrer de l'oxygène à fort débit à ces patients-là. Alors c'est vrai aussi en ce qui concerne les gaz propulseurs quand vous utilisez des aérosols, par exemple de bronchodilatateurs. Hein. Donc il faut utiliser de l'air et pas de l'oxygène, puisque le débit optimal pour un système d'aérosol classique pour le gaz propulseur, c'est 6 litres par minute. Il est hors de question de monter l'oxygène pendant le temps, la durée, la réalisation de l'aérosolisation de bronchodilatateurs. Vous continuez à administrer de l'oxygène à faible débit et vous utilisez de l'air comme gaz propulseur. Les bronchodilatateurs. Alors, les bronchodilatateurs, il y a vraiment un rationnel d'utilisation dans les décompensations. Hein. Ça diminue les résistances aériennes et donc le travail respiratoire. Je vous ai dit au début du topo que le problème de ces patients-là, c'est l'obstruction bronchique et donc à un certain degré de résistance et l'écoulement de l'air qui est inspiré et expiré chez ces patients-là. Et c'est clair que si vous bronchodilatez les bronches, vous pouvez diminuer les résistances et dans une certaine mesure, eh bien peut-être améliorer le travail respiratoire. On dit à peu près, c'est des papiers qui sont sortis surtout dans les années 90, au début des années 2000, ça a diminué à peu près de 20% les résistances respiratoires. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a à peu près 15% de BPCO qui se conduisent finalement comme des asthmatiques, qui sibilent beaucoup, qui ont une vraie hyperréactivité bronchique. Et là, c'est clair que vous pouvez également avoir un gain. On utilise des bêta-2 agonistes de courte durée d'action, soit le salbutamol, soit la terbutaline, le bricanil, en France. Et puis, est-ce qu'il faut plutôt utiliser des nébulisations ou utiliser la voie par seringue électrique s'il y a une intubation? Le problème de la nébulisation, même avec les aérosoliseurs ultrasoniques qu'on peut utiliser sur les circuits des respirateurs, on manque un peu quand même d'études de ce qu'on appelle granulométrie, parce que le problème des aérosols, en fait, c'est la taille des particules générées par le système d'aérosolisation. Et si les particules sont trop petites, moins de 0,5 microns, elles suivent le mouvement brownien, elles ne se déposent jamais dans les voies aériennes, donc pas d'effet. Et puis si elles sont trop grosses, elles vont s'impacter dans les voies aériennes supérieures si votre patient n'est pas intubé, ou alors sur le circuit, la sonde d'intubation ou les voies aériennes proximales. Et là aussi, vous n'avez pas d'effet thérapeutique important. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a aucune étude randomisée versus placebo. Si vous regardez ce qu'on appelle la base Cochrane, alors, la base Cochrane, c'est un projet où les gens regardent un peu toutes les études qui ont été publiées sur un sujet, ils font ce qu'on appelle des méta-analyses. Ça peut permettre quand même d'avoir rapidement un aperçu de ce qui se passe sur une problématique ou un sujet particulier. Et donc, ils disent carrément que finalement, c'est tellement vrai cet effet démontré sur la diminution des résistances des voies aériennes qu'il est hors de question, ça ne serait pas éthique de faire une étude contre placebo. En revanche, il y a des études pour comparer les bronchodilatateurs entre eux, et notamment les bêta-2 agonistes avec les anticholinergiques, l'atrovent. Vous pouvez l'utiliser aussi en nébulisation. Et donc, c'est un peu particulier, parce qu'il faut savoir souvent ces patients-là, quand vous les recevez en réanimation, ils ont déjà été bombardés, en fait,
par les bêta-2 agonistes. Souvent, ils en prennent chez eux, des bêta-2 agonistes de courte durée d'action, mais aussi des bêta-2 agonistes de longue durée d'action. Ils en reçoivent aux urgences et vous allez en mettre une couche. Il faut savoir que ces produits-là ont quand même des effets délétères, tachycardie, des effets métaboliques, hypokaliémie, augmentation des lactates, etc. Donc c'est un vrai sujet. Alors, quand vous utilisez des bêta-2 adrénergiques, vous avez relaxé le muscle lisse bronchique. Ça, c'est les récepteurs bêta-2 sur le muscle lisse bronchique. Il faut savoir que dans la BPCO, vous avez une forme d'inflammation chronique qui est différente de celle de l'asthme, qui fait que ça va activer d'autres récepteurs qui sont disposés sur la paroi, enfin la membrane du muscle lisse, des récepteurs muscariniques et puis des récepteurs de médiateurs de l'inflammation qui peuvent inhiber, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du topo non plus, qui peuvent inhiber l'effet des bêta-2 agonistes. Et donc, il est logique, il y a un rationnel pharmacologique, peut-être d'utiliser des produits qui bloqueraient ces récepteurs afin d'améliorer l'efficacité de nos bronchodilatateurs comme les bêta-2 agonistes. Et c'est la raison pour laquelle on utilise, à cause de ce rationnel pharmacologique, souvent des associations bêta-2 agonistes, donc soit du salbutamol ou de la terbutaline, associées à un anticholinergique qui s'appelle l'atrovent. Alors, si on compare, donc, comme je vous ai dit, les anticholinergiques avec les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes, finalement, il n'y a pas vraiment, et ça aussi, on regarde la base Cochrane dans les conclusions, ça marche uniquement si vous en mettez beaucoup et au début. Alors, les corticostéroïdes dans les décompensations de BPCO. Alors, il faut savoir que quand on regarde la base Cochrane, pareil, il y a un effet positif des corticostéroïdes, mais le problème, c'est qu'il faut bien regarder ce qui est écrit. Et souvent, ce sont des cohortes, en fait, des études de patients qui ne sont pas réanimatoires. Ce n'est pas des patients réanimés. Alors, c'est vrai qu'en ville, même aux urgences, c'est quelque chose qui est très, très fréquent de faire ce qu'on appelle une cure de corticoïdes lors des décompensations de BPCO, associées ou pas à des antibiotiques. Mais là, attention, la population n'est pas la même, c'est des patients de réanimation, et c'est absolument pas démontré, et même le contraire, plutôt est démontré. Il ne faut pas utiliser de corticostéroïdes par voie générale chez ces patients réanimés qui sont intubés, ventilés ou sous ventilation non invasive. Le problème, c'est effectivement les effets délétères de la corticothérapie à court ou moyen terme, notamment les troubles métaboliques sur la glycémie, mais aussi l'aggravation de l'amyotrophie des muscles. Et je vous ai dit au début du topo que le problème, c'était la fatigue des muscles respiratoires. Alors, il faut bien admettre qu'il y a des études récentes qui ont repris cette problématique. Et cette fois-ci, notamment une étude récemment publiée chez des patients BPCO qui sont soit intubés, soit sous VNI, et ils leur mettent de façon systémique donc des corticostéroïdes, avec une diminution de la durée de VNI, et puis une diminution de l'échec de VNI, c'est-à-dire qu'on intube moins les patients sous VNI. Cependant, il y a des effets secondaires, notamment sur la glycémie. Donc, au total, en ce qui concerne l'emploi des corticostéroïdes lors des décompensations de BPCO, c'est une pratique courante en dehors de la réanimation. Il y a peu d'effets sur la mécanique respiratoire. Il y a des effets délétères sur le muscle respiratoire, la myopathie, des effets secondaires métaboliques non anodins sur la glycémie, puis le risque d'infection. C'est un vrai problème en réanimation. Et puis, il y a aussi le problème de la dose administrée. Dans l'étude que je vous ai citée, c'était 0,5 mg/kg, mais en fait, on ne connaît pas quelle est la dose vraiment qu'il faudrait utiliser. Les stimulants respiratoires en réanimation, on peut utiliser un vieux médicament qui s'appelle un inhibiteur de l'anhydrase carbonique, l'acétazolamide, qui permet de diminuer le taux de CO2. Alors le problème de ce médicament-là, qui est un médicament ancien, c'est qu'il y a des études pharmacocliniques qui sont, très favorables, où on baisse le taux de bicarbonate, on baisse le pH artériel, et avec ça, on a un effet stimulant respiratoire, ce qui permet d'augmenter la ventilation minute, diminuer la PaCO2, voire même augmenter la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études randomisées. Il y en a une en cours en France qui se termine actuellement, mais on n'a pas encore les résultats, on aura les résultats cette année. Et donc, au total, il y a moins de 100 patients ventilés dans les études actuellement disponibles. L'hélium. L'hélium, c'est un gaz qui a des propriétés physiques différentes de celles de l'air.
il a une densité moindre. En revanche, il a une viscosité plus importante. Et au total, donc, il diminuerait le travail des muscles respiratoires en diminuant les résistances des voies aériennes. Alors le problème, c'est que dans tous les essais qu'il y a eu, finalement, l'effet n'est pas si important que ça. Ça coûte cher également. Et donc, pour l'instant, c'est pas recommandé. Les antibiotiques. Alors, c'est comme les corticostéroïdes. Quand vous voyez des patients en consultation ou les BPCO qui vont voir leur médecin en ville, voire même aux urgences, eh bien, c'est clair que souvent, ils reçoivent, lors des épisodes de décompensation, un antibiotique et une corticothérapie par voie générale. Il ne faut pas se voiler la face. Mais le problème, c'est que là, on est en réanimation et donc, il faut avoir une attitude raisonnable. Alors, il y a une étude tunisienne au début des années 2000 qui a été publiée dans le Lancet, qui montrait qu'en utilisant systématiquement chez des malades en réanimation atteints de décompensation de BPCO, on administrait une quinolone, on améliorait le pronostic, mais on manque d'études de confirmation. Il y avait un essai multicentrique en France où là on utilise l'Augmentin, malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'étude. Alors il faut avoir une attitude raisonnable. Alors cette attitude raisonnable, c'est l'attitude qu'on a généralement en réanimation. Est-ce qu'il y a vraiment une pneumonie Alors ça peut être sur des critères cliniques et puis des critères radiologiques. Donc le tableau radioclinique permet de dire s'il y a une atteinte sévère ou pas, une pneumonie. Si c'est le cas à ce moment-là, on fait des prélèvements, notamment des prélèvements respiratoires, des hémocultures, des antigénuries, et on va administrer un antibiotique après ces prélèvements en ciblant les germes les plus fréquents, comme le pneumocoque, les myofilus par exemple. Et puis on adaptera en fonction de l'antibiogramme. Si il n'y a pas de preuve formelle qu'il y a une pneumopathie, eh bien l'antibiothérapie, en aucun cas, doit être systématique et il faut réévaluer en fonction de l'évolution du patient. Alors, en ce qui concerne la stratégie thérapeutique, je vous ai dit qu'il faut évaluer la gravité. Donc, on peut utiliser l'oxygénothérapie, les traitements médicamenteux, on vient de les voir. S'il y a une aggravation clinique, c'est surtout en termes d'encéphalopathie ou d'acidose, à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'heure de la VNI est-elle arrivée? Si c'est non, on poursuit le traitement. Donc pour l'assistance respiratoire, avant d'intuber les patients, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une contre-indication ou pas à la ventilation non invasive au masque? Alors les contre-indications, elles sont banales aussi. C'est le patient qui est en train de gasper, qui est en train de mourir devant vous, bien entendu. Le patient choqué, peut-être pas la meilleure indication. Les opérés digestifs récents, ceux qui ont une cholectasie importante. Ceux qui sont très encombrés, généralement, on sait que ceux-là, la VNI, ça va pas forcément marcher, mais on peut essayer quand même. Et l'encéphalopathie avec le coma, sauf que finalement, avec la pratique, des gens qui ont l'air comme ça très encéphalopathes avec 90-100 de PaCO2, au bout de 15 minutes de VNI, on voit qu'ils commencent à s'améliorer et là, ça vaut le coup de continuer, mais sous une surveillance extrêmement stricte. Et puis les troubles de déglutition, c'est une contre-indication relative. Donc s'il existe des contre-indications, on intube le patient, on le ventile de façon standard. Sinon, on continue effectivement la VNI. Et puis on guette s'il y a une aggravation clinique ou pas. Généralement, il faut faire des gaz du sang après au moins 2 heures de VNI. Et il faut surtout regarder, plus que la PaCO2, c'est le pH qu'il faut regarder. Alors, la VNI, c'est vrai que la VNI, c'est un peu révolutionné la prise en charge de ces patients. On l'utilise de façon précoce en cas d'hypercapnie, même quand il y a des pH bas, inférieurs à 7,20, même s'il y a une altération de la vigilance initialement, puisque ça peut récupérer très vite, même s'il y a une pneumopathie ou une insuffisance ventriculaire gauche, mais attention, s'il y a des signes de choc, là, il faut plutôt intuber le patient. Et puis enfin, il y a un dernier volet qui s'est développé ces dernières années, c'est les sujets âgés qui on hésite à intuber ou s'il y a une limitation de soins, et ça peut être une alternative à ne rien faire. Donc ça diminue la fréquence respiratoire, ça diminue la dyspnée, ça diminue franchement le recours à l'intubation, c'est prouvé, démontré, et il faut savoir qu'en traitant 10 patients par VNI, vous diminuez la mortalité. Vous gagnez un patient mort pour 10 patients traités par VNI. Ça diminue également la durée de séjour, ça diminue le taux de complications d'infection nosocomiale, notamment les pneumopathies nosocomiales, ça diminue les coûts donc, et donc ça a vraiment révolutionné la prise en charge. Donc c'est possible en cas d'hypoxémie, mais sous une surveillance étroite. Donc il faut bien réévaluer précocement, cliniquement, gazométriquement, il ne faut pas faire des gaz du sang trop vite.
Et ce qui va souvent déterminer l'attitude après, c'est le pH plus que l'hypercapnie. D'accord? Alors, donc la ventilation invasive, le but, c'est, il y a 3 objectifs en fait, c'est toujours mettre au repos les muscles respiratoires, mais pas trop longtemps, parce qu'on sait que plus les malades sont sédatés longtemps, plus le risque d'amyotrophie augmente. Donc on peut rentrer dans une autre forme de cercle vicieux. Il faut limiter l'hyperinflation dynamique en les ventilant avec une fréquence pas trop élevée, des volumes courants plutôt 8 que 10 d'ailleurs, et puis avec un temps expiratoire allongé pour diminuer justement ce collapsus expiratoire et corriger l'hématose bien entendu. Conclusion, sur ce que je vous ai montré en fait, il faut savoir 2 choses. Le pronostic de ces patients-là en réanimation, il est généralement bon à court terme. La mortalité, c'est entre 10 et 20%. C'est plus chez les patients intubés, notamment la démographie, enfin les caractéristiques démographiques de ces patients changent, ils sont de plus en plus âgés. Il faut savoir, deuxième point, qu'il y a des existences de thérapeutes, il y a des thérapeutes qui existent, qui peuvent améliorer leurs conditions respiratoires à long terme, à domicile. L'oxygène, la trachéotomie, mais la ventilation à domicile, voire la transplantation. Donc il faut préserver l'avenir de ces patients-là. Donc il faut vraiment évaluer correctement la gravité, diagnostiquer le facteur déclenchant, bien évaluer l'état fonctionnel, nutritionnel, psychologique pour avoir une prise en charge optimisée. Je vous remercie.